Bonjour à tous, je suis Vanessa Lee et vous écoutez Balado, c'est le temps de parler, un balado destiné aux personnes aidantes. Ce programme est conçu pour soutenir les personnes aidantes en Ontario. À travers des conseils d'experts et de ressources, vous découvrirez des informations précieuses et recevrez la reconnaissance que vous méritez face aux périodes difficiles et aux moments gratifiants de l'aidance. Plus important encore, vous apprendrez que vous n'êtes pas seul. Il est essentiel de prendre ce temps pour vous. Nous sommes heureux que vous soyez ici. Aujourd'hui, nous accueillons Liane Boucher, travailleuse sociale autorisée et psychothérapeute franco-ontarienne avec plus de 28 ans d'expérience dans le soutien clinique auprès d'individus de diverses étapes de la vie. Avec une expérience en soins hospitaliers, en coordination des soins et dans des rôles de leadership au sein du système de santé, Liane possède une expertise approfondie dans la navigation du système de santé en Ontario. Elle comprend bien les complexités du rôle de personne aidante, tant qu'un point de vue professionnel que personnel, et est passionnée par l'aide qu'elle apporte aux personnes aidantes pour gérer le stress, l'anxiété, le deuil, les traumatismes et les défis uniques liés à leur rôle. Elle possède également une expertise dans l'accompagnement des personnes aidantes de personnes atteintes de TDAH et de ceux confrontés à des décisions difficiles en matière de santé, comme agir à titre de mandataire. Liane, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Votre expérience et vos perspectives seront d'une grande valeur pour de nombreuses personnes aidantes confrontées aux défis que vous connaissez si bien. Merci beaucoup pour l'invitation. J'apprécie vraiment l'opportunité de contribuer au bien-être des personnes aidantes naturelles durant ce mois du travail social. Avec C'est le temps de parler, nous souhaitons créer un espace chaleureux et inclusif où les personnes aidantes de l'Ontario peuvent se retrouver, échanger et se soutenir mutuellement. À travers notre discussion aujourd'hui, nous espérons approfondir des questions essentielles telles que les défis liés à l'accès aux soins, la défense des droits des personnes aidantes, ainsi que la recherche d'un équilibre harmonieux entre le bien-être de l'aidant et celui de la personne aidée. Liane, lorsque les personnes aidantes entrent dans le système de santé pour la première fois, cela peut être difficile. Selon vous, existe-t-il une fausse idée courante à laquelle elles sont confrontées? Oui, je dirais même qu'il y en a peut-être trois que je peux penser. Donc, premièrement, c'est l'idée qu'ils n'ont peut-être pas une place ou une voix dans le système de santé, dans les soins qui sont prodigués par les professionnels de la santé. Tu sais, souvent, ils vont peut-être entendre un professionnel de la santé leur dire, ben écoute, j'ai pas, mon client, c'est la personne aidée, c'est le patient. Puis ils sont, le professionnel, il peut être un peu coincé avec les limites de la confidentialité en disant que ben, c'est confidentiel, je ne peux pas partager de l'information. Puis là, les personnes aidantes, ils peuvent interpréter ça comme s'ils n'ont pas leur place parce qu'on ne peut pas leur informer ou leur donner des informations au sujet des problèmes de santé, de leurs proches, là, pour qui ils prodiguent des soins. Donc, ça, c'est quelque chose qui vient à l'idée. Euh, une autre fausse idée courante, c'est que tout sera pris en charge de manière fluide et centralisée. Celle-là, je pense, c'est la plus courante. Pourquoi que ça, c'est une fausse idée? C'est qu'on sait très bien, je pense, le système de santé en Ontario, puis ailleurs aussi, là, pas juste en Ontario, mais c'est très complexe et fragmenté. Euh, il y en a par exemple, j'ai déjà entendu un patient dire, ah, ben, ma carte de santé, il pense que toutes les informations sont sur la carte de santé, mais ce n'est pas le cas. Les informations n'accompagnent pas le patient dans tous les rendez-vous, dans tous les systèmes, les hôpitaux. C'est pas le cas. Donc, c'est très fragmenté. Puis, c'est pas tous les gens qui le savent à quel point que les informations pourraient ne pas être partagées et facilement accessibles par tous les spécialistes qui voient le patient. Donc, il n'existe pas une coordination parfaite, là, puis les différents professionnels, les hôpitaux, les services sociaux, les aides disponibles, là, ça peut peut-être être un peu
comment je pourrais dire, il y a un manque de coordination un peu avec l'information. Donc, l'aidant, il doit un peu jouer le rôle de médiateur. À cause de ça, donc, beaucoup découvrent qu'ils doivent eux-mêmes assurer le suivi des dossiers, poser les bonnes questions et insister pour obtenir certaines informations ou services, en autant qu'ils ont droit à ces informations. Comme je l'ai mentionné tantôt, c'est que faut qu'il y ait le consentement officiel du patient, faut qu'il y ait ou que la personne soit un mandataire officiel pour le patient si le patient n'est pas en capacité là, prendre des décisions ou de participer à ses soins. Mais donc, la personne aidante a ce rôle de médiation souvent à jouer. Les démarches administratives, ils peuvent être lourdes. Obtenir une aide financière, un rendez-vous avec un spécialiste ou des soins à domicile, ça demande souvent beaucoup de patience et d'effort de la personne aidante. Donc ça, c'est vraiment important à tenir compte. Puis il faut avoir des attentes réalistes avec le système dans lequel on travaille. Même les professionnels de santé, ils sont perdus dans le système parfois, là. Donc, ça fait plusieurs fois que j'entends ça. Je dis, si nous autres, on a de la misère avec le système de santé, puis on travaille dans le système de santé, comment est-ce qu'on peut s'attendre à ce que les personnes aidantes ou que les patients aussi soient capables de se retrouver là, dans la labyrinthe? Euh, puis, donc, se renseigner, c'est important, consulter des associations, des forums, poser des questions aux professionnels de la santé, parce qu'une chose qui arrive aussi assez souvent, c'est comme professionnel de la santé, dans le système, on oublie c'est quoi. Nous autres, on est familier avec le système ou avec notre partie du système, puis on oublie que les patients ou les personnes aidantes qui arrivent dans le système, eux autres, ils ne connaissent pas ça, surtout s'ils sont nouveaux dans le système, puis ils n'ont pas beaucoup d'expérience. Donc, c'est bon de poser des questions puis de rappeler aux professionnels de santé. C'est comme, non, je ne sais pas ça, moi, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Puis pour les professionnels de la santé qui sont occupés puis qui courent partout, ben, ils ont quand même un devoir, puis une obligation de renseigner, même s'ils sont occupés. Une autre chose qui est importante, puis ça, je l'ai recommandé souvent, c'est de prendre en note. Se promener avec un cahier de notes ou même un cartable où ce que tu insères toutes les informations, les rapports, euh, même les résultats de laboratoire, les tests diagnostiques, toutes les choses. Je crois que noter toutes les informations, donc les suivis, les rendez-vous, euh, parce que si les professionnels ou les spécialistes, ils vont donner leurs informations, leurs recommandations, mais on sait que 24 heures plus tard, la mémoire fonctionne comme que si on n'a pas pris en note, l'information peut être disparue 24 heures plus tard. On se souvient peut-être juste de la moitié de l'information. Donc, il faut s'entendre puis être réaliste dans les informations qu'on peut retenir. Puis chercher du soutien, ça peut vraiment aider. C'est là où le rôle des travailleurs sociaux sont très importants dans la navigation du système. C'est souvent les travailleurs sociaux ou les travailleuses sociales qui ont des rôles semblables dans les centres de ressources communautaires, dans les équipes de santé, avec les soins primaires. Dans un monde idéal, il y aurait une travailleuse sociale avec chaque médecin de famille. Puis j'ai participé sur un comité, le Health Care Advisory Group de mon association professionnelle, puis on revendique pour ça, justement, qu'il n'y ait pas juste une infirmière avec chaque médecin de famille, mais qu'il y ait une travailleuse sociale aussi avec chaque médecin de famille, pour aider les patients et les personnes aidantes à naviguer le système. Donc, ça peut être un labyrinthe pour les aidants, mais en s'informant, en adoptant une posture proactive, c'est possible de naviguer le parcours. Mais je dirais que la troisième fausse idée spécifique aux Franco-Ontariens, c'est que, puis ça, j'ai rencontré ça à différents temps dans ma carrière, c'est qu'on a cette idée-là que les Franco-Ontariens sont tous bilingues ou qui comprennent l'anglais suffisamment puisqu'ils vivent en Ontario. Euh, mais tu sais, une personne en délire ou en démence, pour qui l'anglais, c'est pas la première langue, ils vont parler leur langue maternelle, ils vont parler la langue qui est plus confortable pour eux, puis ils vont pas comprendre s'ils sont en délire ou en démence, là, que les gens, peut-être, ils
comprennent pas là, quand ils parlent en français. Euh, donc, ça, c'est une autre idée qui m'est revenue souvent, comme les gens ils disent, ben, coudonc, tu es en Ontario, tu devrais comprendre l'anglais. C'est même que c'est un devoir de parler, de comprendre l'anglais quand on est en Ontario. Mais oui, moi, je me considère presque parfaitement bilingue, mais si je suis malade, je veux parler ma langue maternelle, je veux parler, puis je veux me faire comprendre aussi. Donc, c'est plus complexe. Donc, ça ajoute une couche de complexité pour les Franco-Ontariens. Puis, l'importance de revendiquer, là, parce qu'il y a des services d'interprétation qui sont disponibles assez rapidement. Euh, on a le droit de pousser puis revendiquer pour se faire comprendre dans notre langue maternelle. Souvent, il y a une infirmière ou un professionnel de santé à quelque part qui parle français qui peut peut-être venir aider. Euh, Puis c'est pour ça que l'offre active est tellement importante, on va en reparler, mais l'offre active, c'est quelque chose de nouveau avec la loi sur les services en français, où ce que maintenant, c'est pas à nous de demander de se faire servir en français. On devrait savoir tout de suite en partant, au moment de l'accueil dans les services, si on peut parler en français, si on voit une affiche, un écusson, quelque chose là, qui annonce si oui ou non la personne est francophone, la personne à l'accueil qu'on va rencontrer au départ. Là. Euh, donc, je dirais, ouais, je pense que je vais arrêter là pour les fausses idées, là, mais trois, je pense que c'est assez, mais c'est ceux-là là, qui me viennent à l'idée. Vous avez dit que le système peut être compliqué à naviguer, même pour ceux qui sont dans le milieu. Alors, où commencer pour les personnes aidantes? Quelles sont les démarches pratiques qu'elles peuvent entreprendre pour s'assurer que la personne aidée reçoive les soins appropriés? Um, donc, il y a plusieurs façons. Donc, je pense d'abord et avant tout, il faut clarifier son rôle, tu sais, comme personne aidante auprès de la personne aidée. Parce que, tu sais, il y a différentes sortes de types de personnes aidantes. Tu sais, il y a des enfants, il y a des parents, il y a des amis, des voisins. Euh, Puis je pense qu'il faut d'abord et avant tout connaître son rôle, clarifier, avoir ces conversations-là avec le patient ou la personne aidée, puis pour s'assurer qu'on n'est pas en train d'imposer ses propres valeurs et ses propres croyances et priorités quand on est personne aidante, parce qu'on est là pour la personne aidée, puis la respecter dans ses croyances et ses besoins et tout. Euh, mais une chose qui est très importante, c'est le formulaire de consentement. Donc, ça, c'est le formulaire de consentement, c'est un outil pratique, officiel, c'est juste une page ordinairement. Ça fait tout simplement dire que là, la personne aidée elle donne la permission qu'il y ait un partage d'informations avec leur personne aidante. Um, Puis d'habitude, c'est important de savoir quelles informations ont droit d'être partagées, pour comment longtemps, s'il y a une limite de temps, etc. Typiquement, un formulaire de consentement signé, c'est valide pour un an, mais ça peut être valide pour moins que ça si si le patient veut limiter. Euh, mais c'est quoi l'objectif aussi? Pourquoi on partage ces informations-là et tout? Ça fait toute partie du formulaire de consentement. Puis la plupart des professionnels de la santé, ils savent très bien c'est quoi ce processus-là. Donc ça, c'est quelque chose de très pratique que la personne aidante et le patient peuvent s'organiser pour avoir le formulaire inscrit au dossier médical du patient. Euh, mais s'il est au dossier médical avec le médecin de famille, ça ne veut pas dire qu'il est au dossier médical à l'hôpital. Donc, ça prend malheureusement plus qu'un formulaire de consentement à ce moment-là. Euh, L'autre chose, quelque chose de très pratique, c'est la procuration officielle pour devenir mandataire. Si la personne aidée n'a pas les moyens cognitifs pour comprendre sa condition et prendre des décisions au sujet de ses soins, ça prend quelqu'un qui va être procureur des soins de santé. Donc là, en Ontario, n'importe qui peut aller en ligne sur le site du ministère d'Ontario ou même faire une recherche Procuration des soins de santé Ontario. Il y a un document qui est gratuit, disponible pour tout le monde. Ils peuvent le remplir ensemble, personnes aidées, personnes aidantes, là, ils peuvent s'asseoir, puis ça comprend toutes les parties officielles et importantes. Donc, il faut être témoin pour ça, mais
c'est pas nécessaire d'aller voir un avocat, en autre mot, puis payer des frais. C'est important de savoir ça. Il y a bien des gens qui croient qu'il faut aller voir un avocat pour mettre en place là, une procuration officielle. Euh, mais ce document-là, il existe, puis s'assurer qu'il fasse partie de tous les dossiers médicaux. Parce que, comme j'ai dit tantôt, le dossier avec le médecin de famille, c'est pas le même dossier qu'à l'hôpital ou le dossier dans les soins à domicile. Donc, c'est bon d'en faire plusieurs copies, puis de donner des copies pour chacun des dossiers médicaux pour que la personne aidante soit reconnue auprès des professionnels de la santé. Puis c'est là, à ce moment-là, les professionnels de santé, ils n'ont plus besoin de s'inquiéter de la confidentialité à ce moment-là, là, pour partager des informations. Euh, Puis comme j'ai mentionné tantôt, garder son propre dossier, avoir des copies des rapports, puis pour se faciliter la coordination des services, ça, c'est une autre démarche pratique qui est importante. Puis l'autre chose que je suggérerais, ce serait de se présenter aussi, de ne pas se gêner. Donc, se présenter à tous les membres de l'équipe de soins, spécialiste 1, spécialiste 2, médecin de famille, infirmière, de soins à domicile, peu importe c'est qui les professionnels de la santé. Euh, donc, se présenter, puis ensuite participer aux rencontres si possible. S'informer s'il va y avoir une rencontre, quand est-ce qu'il va y avoir une rencontre. Par exemple, dans les hôpitaux en général, ben souvent, c'est au début de la journée, le médecin traitant, il va passer, il va faire sa ronde de tous ses patients qui sont hospitalisés. C'est un bon temps d'être à l'hôpital, au chevet du patient, pour que quand le médecin arrive, on est présent, puis on peut poser des questions, puis participer aux décisions, etc. Mais pour ça, ça prend aussi des bonnes techniques d'affirmation de soi. Donc, les personnes, souvent, on a tendance à avoir, ben, pas toujours. Il y a des gens qui ont un très grand respect pour les médecins, les spécialistes et tout, puis ils ont peur de poser des questions, ils acceptent automatiquement là, toutes les recommandations, mais c'est correct de poser des questions. Puis la plupart des spécialistes accueillent, ils veulent, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que les gens comprennent, puis sont bien corrects à avoir des conversations difficiles. Euh, mais ça prend une certaine affirmation de soi. Donc, une communication respectueuse et empathique, mais claire et directe. Pour ça c'est des habiletés qui peuvent vraiment aider pour les personnes aidantes. Euh, Puis pour les Franco, encore une fois, mais c'est de demander des services d'interprétation au besoin, d'être présent pour faire l'interprétation peut-être. Le problème avec l'interprétation, c'est ça fait juste augmenter le risque d'erreur. Mais il y a un risque d'erreur si on n'a pas d'interprétation, mais il y a un risque d'erreur si on a de l'interprétation. Donc, malheureusement, c'est dommage, que veut pas, si on ne parle pas l'anglais, surtout en Ontario, là, c'est vraiment la langue administrative, c'est l'anglais dans la majorité des institutions. Euh, mais au moins avec l'interprétation, si c'est un membre de la famille qui interprète, comme professionnel de la santé, on doit tenir compte aussi de la relation avec le membre de la famille. Disons que c'est une relation complexe, puis conflictuelle. Mais là, est-ce qu'on peut se fier à ce que la personne va bien interpréter pour la personne et pour le patient? Donc, il y a des nuances importantes, puis ça met un peu plus de pression sur les professionnels de la santé de tenir ça en ligne de compte. Euh, Parce qu'il faut comprendre que des fois, les professionnels de la santé sont parfois exposés à des personnes aidantes qui cherchent à exploiter les personnes aidées. Donc, ils doivent être rigoureux et faire attention de ne pas faciliter de l'abus ou de l'exploitation là, des personnes vulnérables, malheureusement. Donc, c'est pour ça que parfois, ils sont hésitants. Puis, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas impliquer des personnes aidantes. Ils veulent ce qu'il y a de mieux pour leurs patients, mais ils doivent quand même toujours porter un jugement là, par rapport à la relation entre la personne aidée et la personne aidante. Donc, c'est des choses qui viennent influencer là, les démarches, puis les expériences que les gens vivent dans ces moments critiques-là parfois. Là. Euh, mais c'est ça, c'est plusieurs démarches pratiques là, que les personnes aidantes peuvent entreprendre là, pour aider les situations. Notre groupe de soutien en ligne offre une communauté de personnes aidantes qui comprennent les défis et les moments gratifiants de l'aidance naturelle.
Connectez-vous avec des personnes expérimentées en aidance naturelle et spécialement formées pour animer ces groupes de soutien. Partagez vos préoccupations ainsi que vos réussites dans un environnement sûr et bienveillant. Joignez-vous à nous dès aujourd'hui et découvrez la puissance de la communauté. Pour plus d'informations, visitez-nous sur aidantontario.ca. Pour les personnes aidantes en milieu rural, l'accès aux services de santé peut être encore plus limité. Quelles options s'offrent à elles et comment peuvent-elles surmonter ces obstacles? Mais je dirais que là, on a eu la pandémie, puis la pandémie, elle a influencé plusieurs choses. Puis, je dirais au bénéfice des personnes en milieu rural ou éloigné, parce que là, les services virtuels sont beaucoup plus reconnus comme valides et essentiels. Et donc, je dirais que je pense que les services virtuels, c'est pas tous les gens qui sont au courant que, par exemple, ça fait longtemps là, que le Ontario Telemedicine Network, OTN, existe. Comme moi, j'ai travaillé 21 ans dans le Nord, donc je m'en suis servi de l'OTN quand j'étais dans le Nord, mais c'était pas tous les gens qui savaient que ça existait. Mais là, avec la pandémie, ça l'a comme rapporté ou ça l'a mis l'accent un peu là-dessus. Donc ça, c'est bon de savoir. On peut aller sur le site web otn.ca pour aller voir, explorer, parce qu'il y a une rubrique pour les patients, une rubrique pour les professionnels. Donc ça, les médecins de famille, ils peuvent consulter des spécialistes de partout dans la province sans que le patient soit obligé de se déplacer. Donc, autrefois, il y avait une philosophie, puis ça, je l'ai vécu quand j'appuyais ma mère dans ces démarches. Il fallait conduire à Sudbury. Sudbury, là, d'Iroquois Falls, là, c'est comme 4h30, 5 heures de route. Puis son spécialiste, lui, il refusait d'utiliser OTN. Parce que dans ce temps-là, même le ministère de la Santé, il acceptait pas toujours ça comme modalité non plus. Donc, les spécialistes pouvaient pas se faire, pouvaient pas facturer pour des services virtuels. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus accepté. Donc, c'est quelque chose qui a vraiment amélioré l'accès aux services dans les milieux ruraux et éloignés, là. Euh, mais les personnes aidantes, ben, ils peuvent s'informer, ils peuvent demander au médecin, écoute, est-ce qu'il y a un spécialiste? Est-ce qu'il faut vraiment se déplacer? Y a-t-il moyen d'utiliser les services virtuels? Même les soins à domicile incluent les services virtuels maintenant. Les infirmières il y a des façons, même si on n'est pas il y en a qui créeraient, ben OK, un dermatologue, par exemple, ben, il faut que je le voie en personne. Non, ils peuvent vraiment prendre des caméras, ils peuvent avoir une infirmière sur place qui va dire au dermatologue qu'est-ce qu'elle observe. Ça l'a vraiment développé, puis je pense que c'est important que les gens le sachent. Euh, En milieu rural aussi, puis il y a eu un changement il n'y a pas longtemps pour le programme de subvention accordé aux résidents du nord de l'Ontario pour les frais de transport à des fins médicales. Donc, c'est le Northern Health Travel Grant. Euh, Maintenant, ça a été réduit à 100 km. Donc, si tu dois te déplacer pour plus de 100 km pour accéder voir un spécialiste ou aller à un rendez-vous médical, les gens ont accès à cet appui financier-là. Euh, mais avant, je pense que c'était 150, je ne suis pas trop sûre. Je sais que ça a été réduit à 100 km, donc ça donne encore plus d'appui à cause parfois, c'était juste en dessous de 100, juste en dessous de 150, il n'y avait pas d'appui financier là, pour débourser. Ça l'inclut comme des frais de, d'hébergement, d'essence, donc le millage qui peut être remboursé, je pense que c'est 41 cents du kilomètre. Donc ça, c'est un autre outil qui est là. Puis je dirais que dans les milieux ruraux, puis ça, je l'ai vécu, il y a l'esprit communautaire. Donc, les petites villes, tu sais, c'est un autre monde. Puis, je pense que c'est important de s'intégrer à notre communauté, puis de connaître les ressources dans la communauté. Puis, c'est qui les personnes clés dans les petites communautés? Ceux qui connaissent tout, là, puis qui connaissent tout le monde. Le bouche à oreille est vraiment important.
probablement plus fort que les médias sociaux, dans les petites villes. Moi, j'ai un exemple où il y avait une patiente, elle avait perdu son mari, elle vivait en campagne, éloignée de la ville. Puis là, elle était mal prise, il fallait qu'elle déménage, elle ne pouvait plus vivre seule dans sa petite maison de campagne. Elle n'avait pas de parenté, pas d'amis. Son mari, c'était sa connexion la plus principale. Puis comme travailleuse sociale dans l'équipe de santé, je connaissais quelques personnes de ma petite ville. J'ai appelé ces personnes-là. J'ai dit, écoute, il y a une personne qui a besoin de l'aide. Là, ben là, les chevaliers de colons, ils se sont ils se sont communiqués, puis ils ont tout, de leur propre, de leur grand cœur, ils ont organisé de quoi pour aider cette dame-là. Donc, c'est un exemple de choses. Donc, c'est important de s'intégrer à sa communauté, participer à peut-être même la communauté religieuse, parce que là aussi, il y a des ressources de soutien. Malheureusement, les groupes sociaux comme les Chevaliers de Colomb, les Richelieu, les Lions, ils perdent des effectifs, puis il y en a qui ont disparu là, au fil des ans. Là. Mais sont encore là. Donc, on peut faire appel à ces ressources-là dans les petites communautés aussi. Parce que, tu sais, quand il faut se rendre justement à une région éloignée pour un rendez-vous, qui peut nous donner un tour? C'est beau d'avoir le Northern Health Travel Grant, mais c'est qui va nous conduire, là, tu sais? Donc, puis dans les petites communautés, ils n'ont pas des centres de ressources communautaires comme qu'on a ici à Ottawa, par exemple, ou dans les régions comme Toronto, ou les centres urbains, eux autres, ils ont des ressources, des centres officiels, mais dans les petites communautés, c'est pas comme ça. Donc, faut se fier à son voisin parfois, ou sa cousine, donc ça, c'est... Puis il y en a des gens pour qui c'est plus difficile. Les introvertis du monde, il y a de plus en plus de gens qui se retrouvent seuls. Puis ça, c'est un phénomène que je remarque comparativement au début de ma carrière. Les familles sont plus petites, sont plus éloignées l'un de l'autre. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont mal pris là, pour les ressources qu'ils peuvent avoir pour des choses comme un tour, un rendez-vous. Là. Euh, donc, les connexions sociales sont pas mal importantes quand si la famille n'est pas là pour répondre aux besoins. Passons-nous maintenant à la santé mentale. L'un des premiers signes que les personnes aidantes sont en difficulté est souvent de ne pas reconnaître leur propre stress et épuisement. Quels sont les premiers signes qu'une personne aidante pourrait avoir des difficultés sur le plan de sa santé mentale? Oui, je me souviens je pense d'un psychiatre à un moment donné de ma carrière qui avait mentionné comment le sommeil. C'est la première chose qui est affectée par le stress, c'est le sommeil ordinairement. Donc, ça peut être des perturbations qui ne sont pas attribuables à d'autres problèmes de santé. Euh, Puis, avec ça, ben, la fatigue, malgré les heures de sommeil, parce qu'il y en a, les perturbations, ça ne veut pas dire qu'on manque de sommeil, ça peut vouloir dire qu'on dort trop. Euh, Puis, même si on dort des heures, on est encore fatigué. L'augmentation de l'irritabilité, de la frustration, perdre patience avec la personne aidée, pour ensuite ressentir de la culpabilité. Le sentiment de culpabilité revient souvent chez les personnes aidantes. Euh, Ou il y a aussi des sentiments d'impuissance et de désespoir. Puis ici, je pense que c'est très important de dire aux personnes qui écoutent que maintenant, on a le 988 qui est disponible pour les gens qui sentent une crise en santé mentale quelconque, qui se sentent peut-être pas en sécurité ou qui ont vraiment besoin de parler à quelqu'un. Ils peuvent appeler le 988. Donc, le 911, c'est pour les autres urgences. Le 988, c'est pour les difficultés en santé mentale ou les risques on ne veut pas que les gens se blessent ou qu'ils blessent quelqu'un d'autre, évidemment. Il y a aussi la perte de concentration. Des fois, on oublie que ça peut être un symptôme de stress, puis ça peut affecter la mémoire à court terme. Donc, l'esprit agité, les pensées qui roulent vite, dans la tête, ou des difficultés à prendre des décisions, c'est tous des symptômes de stress très courants. En tant que personnes aidantes, il arrive parfois qu'elles doivent prendre pardon. En tant que personnes aidantes, il arrive parfois qu'elles doivent prendre des décisions difficiles, comme agir à titre de mandataire.
Ces choix s'accompagnent de défis émotionnels et éthiques. Comment les personnes aidantes peuvent-elles aborder ces décisions en matière de santé tout en équilibrant leurs émotions et leur santé mentale? Je commencerai en disant que, tu sais, il y a des influences. C'est important d'avoir ces conversations-là avant qu'ils soient obligatoires. Tu sais, c'est bon d'avoir ces conversations-là avec nos enfants, avec tu sais, n'importe quel autre membre de la famille. Mais c'est quoi qu'est-ce qu'on veut si on est patient puis qu'il y a des choses qui ne vont pas bien? C'est quoi les décisions qu'on voudrait si on ne peut pas prendre de décision? C'est important d'avoir cette conversation-là, mais je dirais que le déni est fort. Les gens ne sont pas à l'aise de parler, tu sais, des situations de fin de vie ou tu sais, parce que c'est une expression aussi de ses propres valeurs, ses croyances. Euh, Puis on a peur d'être se faire juger parfois aussi pour nos valeurs, nos croyances. Puis le train de vie peut être très occupé, puis tu sais, on s'appresse pas, donc on n'en parle pas. Puis là, il y a quelque chose qui arrive, puis, puis là, là, on ne sait pas trop comment prendre des décisions si on n'a pas eu les conversations, puis les instructions, les directives claires. Euh, donc, malheureusement, on attend trop longtemps parfois. Mais prendre des décisions en tant que mandataire pour un proche est une responsabilité très lourde. Euh, Ça mêle des défis émotionnels et éthiques là-dedans, c'est sûr. Il est très normal de ressentir du stress, de la culpabilité, l'incertitude, surtout si on n'a pas eu ces conversations-là. Donc, pour naviguer ces choix difficiles, ben, il faut respecter, évidemment, il faut connaître les souhaits puis respecter les souhaits exprimés par la personne, par le patient. Euh, donc, c'est tant mieux si elle a laissé des directives anticipées, mais sinon, ben, il faut toujours mettre la personne et aider en priorité. Donc, si elle pouvait prendre la décision, quelle décision qu'elle prendrait? C'est pas que, que ferais-je à sa place? C'est que voudrait-elle dans cette situation? Euh, Puis accepter qu'il n'y a pas toujours des décisions parfaites. En fait, c'est rare qu'il y ait des décisions parfaites. Euh, donc, aucune option ne semble idéale parfois. Donc, c'est des choix difficiles, mais faire de son mieux avec les informations qu'on a, poser des questions professionnelles, clarifier les situations du mieux possible avant de prendre la décision, puis éviter l'auto-jugement comme mandataire. T'sais, les décisions prises avec bienveillance ne sont jamais mauvaises. T'sais, si l'intention était bonne, il n'y en a pas de décision parfaite. Ça se peut que ça soit pas la meilleure, mais retourner par en arrière puis avoir des regrets, si la décision a été prise avec réflexion, sans impulsivité, puis avec le respect des valeurs de la personne, c'est toujours une bonne décision. C'est sûr que plus tard, on peut avoir des nouvelles informations, mais ce n'est pas de notre faute si on n'avait pas ces informations-là au moment de la décision. Euh, Puis ne pas porter seul le poids de la décision. Donc, même si on est le mandataire, ça ne veut pas dire qu'on ne consulte pas les autres membres de la famille ou du cercle de soutien de la personne aidée. Consulter l'équipe médicale, échanger avec d'autres proches. Il y a des travailleurs sociaux des travailleurs sociaux qui sont là aussi pour aider, pour apporter un regard extérieur, sont très bons pour aider les gens à faire ça. Puis l'impact émotionnel, ben, il faut accepter ses émotions. Je pense que l'auto-jugement, c'est pas aidant. Ben, c'est normal de ressentir du doute, de la tristesse ou de la culpabilité. C'est difficile quand on a des émotions fortes, puis la situation est critique, puis donc on est sous l'influence du deuil, puis d'autres. Il ne faut pas être trop exigeant sur soi-même. Mais ça vaut la peine de prendre un petit recul, puis faire des pauses, écrire ses ressentis ou parler avec quelqu'un de confiance pour nous aider à gérer l'impact émotionnel de ces choses-là. Puis encore une fois, pratiquer l'autocompassion, c'est très guérissant, c'est se rappeler que l'on agit avec bienveillance et dans l'intérêt, de la personne, même si la situation est difficile. Puis c'est sûr, on peut trouver du soutien pour soi-même,
comme personne aidant, on a cet organisme qui fait ce podcast qui est merveilleux. Puis il y a tellement de gens qui ne sont pas au courant de l'organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario. Moi, j'en parle le plus que je peux à chaque fois que j'interagis avec des gens qui pourraient en profiter. Euh, mais de ne pas hésiter à consulter un professionnel de la santé si le poids émotionnel devient trop lourd et à portée de la main. C'est des décisions complexes. Puis, c'est correct. Il n'y a personne qui est seul là-dedans, puis il y a des ressources qui peuvent appuyer les gens avec ça. Que diriez-vous à quelqu'un qui pense que la thérapie n'est pas pour elle ou qui se sent trop accablé pour faire ce premier pas? Um, c'est que la thérapie, um, c'est une opportunité pour se soigner soi-même. Donc, je pense que les clients du passé m'ont souvent dit, mais pourquoi ai-je attendu si longtemps avant d'utiliser les services d'un thérapeute? Euh, si une personne aidante hésite à demander du soutien de la santé mentale, il est important de l'encourager avec bienveillance et sans jugement. Ça, c'est crucial, le sans jugement. Donc, la thérapie n'est pas seulement pour les grands problèmes. On n'est pas obligé d'attendre que ça devienne critique avant de consulter. Ça peut être un espace pour exprimer ses émotions, clarifier ses pensées, trouver des outils pour mieux gérer son quotidien, faire de la résolution de problèmes. Euh, Même si l'on pense tenir le coup, un soutien extérieur peut apporter du soulagement. Euh, Puis parler, c'est alléger le fardeau. C'est vraiment, parce que souvent, comme thérapeute, je dirais, je me pose la question après, 1 heure avec un client, ben, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi que ça a fait une différence? Mais souvent, c'est juste l'intention, la suggestion qu'il y a moyen de soulager le fardeau. Les gens, ils en parlent. Quand on garde tout en dedans, ça devient juste de plus en plus lourd. Puis en parlant, c'est comme si on enlève le fardeau sur les épaules. Ce n'est pas un échec de demander de l'aide, mais c'est un acte de soin. Donc, je pense que c'est essentiel de prendre soin de sa santé mentale. Puis il y a toutes sortes de soutiens possibles. Dans les médias sociaux, il y a des groupes de soutien qu'on peut trouver. Ça vaut la peine de poser la question à son médecin de famille, à peut-être une travailleuse sociale, si on a accès à une travailleuse sociale dans un centre de ressources communautaires, par exemple, ou dans les équipes de santé ou dans les hôpitaux. Euh, je pense que les gens aussi ne s'en rendent pas compte. Souvent, les gens ne savent pas à quoi ils ont accès, même à travers leur employeur. Le programme d'aide aux employés, euh, parfois, il y a aussi des avantages sociaux. Les gens ont droit à un certain montant d'argent par année pour leurs soins en santé mentale. C'est bon d'être au courant de c'est quoi les ressources que vous avez à travers l'emploi. Puis, et c'est sûr qu'il n'y a pas juste en privé, mais il y a des services en santé mentale par les services publics aussi qui sont disponibles. Je pense que le 211 en Ontario, c'est une ressource très importante. Les gens peuvent appeler le 211 pour s'informer sur toutes les ressources de leur région pour les aider. Donc, je pense que puis même aujourd'hui, il y a ChatGPT, par exemple. Il ne faut pas oublier la technologie. C'est correct de poser la question à ChatGPT, mais il y a des livres, il y a des podcasts comme celui-ci, il y a des applications. Il y a quelques applications que je recommande. Pour les Franco, il y a Respire Relax Plus, c'est comme la version française de Calm. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Calm. Il y a Healthy Minds qui est aussi disponible en français. C'est quelque chose qui a été développé par l'Hôpital Royal d'Ottawa. Il y a Finch qui est vraiment cute. Il y a des applications de fun pour le téléphone intelligent que les gens peuvent considérer aussi. L'accès aux soins de santé dans sa langue maternelle est essentiel. Pourtant, de nombreuses personnes aidantes francophones rencontrent des difficultés à obtenir des soins en français. Quels sont leurs droits en vertu de la loi sur les services en langue française et comment peuvent-elles s'assurer de recevoir de l'aide dans cette langue?
Mais je pense que c'est important que les gens comprennent que la loi sur les services en français s'applique à les zones désignées de la province. Ça s'applique aux établissements de santé financés par le gouvernement provincial, comme les hôpitaux, les centres de ressources de santé communautaires qui sont désignés. Parce que même dans une zone désignée, ça se pourrait qu'il y ait un établissement qui n'est pas désigné. Ça, c'est correct de poser la question puis aller consulter le site du ministère de l'Ontario pour savoir quelles zones sont désignées. Il y en a plusieurs, il y en a comme 26, là. Puis il y a un réseau de santé francophone je pense qu'il y en a 14, qui accompagnait les AirList d'autrefois, là. Donc, ces réseaux-là sont une ressource pour s'informer par rapport à nos droits. Mais cette loi-là, elle a été modifiée justement pour maintenant imposer l'offre active dans ces établissements de soins-là qui sont désignés. Ils doivent faire l'offre active où est-ce que les gens qui entrent dans ces établissements sont supposés de voir si oui ou non le français va être disponible pour eux. Ça peut être que la personne à l'accueil va avoir sur son écusson, ça va être indiqué, je parle français, ou il va peut-être avoir une enseigne, ou des choses comme ça. Mais c'est de poser la question. Beaucoup, tu sais, comme francophone en milieu minoritaire, on a tendance à s'adapter puis à juste s'ajuster à la majorité. Puis euh, il y a beaucoup de franco-ontariens qui vont peut-être pas revendiquer pour leurs droits. Euh, ou parfois, il y a comme ça, c'est une autre idée fausse, en fait, c'est que les services vont être plus rapides si je les demande en anglais. Mais si on ne les demande pas, on ne les aura pas. C'est un catch-22, là, comme ils disent. Euh, mais oui, les personnes, on a le droit de poser la question, on a le droit de revendiquer, de demander pour les services en français. Euh, Puis j'encourage certainement les gens. Il y a des services d'interprétation qui existent. Donc, surtout pour les domaines de la santé. Euh, Puis si jamais quelqu'un a une plainte à faire, ben il y a le commissaire en Ontario là, des affaires francophones, on a le droit de faire une plainte. Tu sais, si jamais on a fait demande, puis on est dans une zone désignée, dans un établissement désigné où est-ce qu'on aurait dû se faire servir en français, euh, mais il y a des plaintes qui peuvent se faire, puis pour qu'il y ait une enquête là, pour aller voir pourquoi. Puis c'est sûr que on a de la difficulté. Il y a des ressources humaines là, qui sont peut-être pas présentes, surtout dans les professionnels de la santé. Parfois, on n'a pas les spécialistes ou les ressources humaines qui parlent français. Euh, mais il y a d'autres moyens pour quand même appuyer les gens dans leur langue. Ça vaut la peine de poser la question. On pourrait rester surpris par la réponse. De nombreux aidants jonglent également avec une carrière tout en fournissant des soins. Quels sont les soutiens au milieu de travail disponibles pour les aider à gérer les deux responsabilités et comment peuvent-ils aborder ces discussions avec leur employeur? Ouais, très bonne question. Je l'ai vécu moi-même personnellement. Mais il y a plusieurs congés et protections légales qui sont disponibles en Ontario. Euh, on a souvent besoin de l'appui d'un médecin. Il y a peut-être un formulaire à remplir, mais il y a le congé familial pour raison médicale. Ça, c'est jusqu'à 28 semaines en 52 avec les prestations d'assurance emploi. Donc, le programme fédéral d'assurance emploi offre plusieurs programmes. Il y a aussi le programme, le congé de soignant, obligation familiale. Celui-là, il est peut-être non payé par contre, mais ça garantit ton emploi s'il y a une urgence familiale, par exemple. Euh, Congé pour proche aidant. Donc, ça, c'est des choses qui sont disponibles. Il faut s'informer par rapport au programme d'assurance emploi. Le site web l'indique assez clairement c'est quoi comment faire. Moi, on appelait ça, je pense, un congé compassionnel. J'avais pris 5 mois pendant que ma mère était palliative, pour vivre avec elle, m'occuper faire ses soins. Donc, c'est possible. Donc, c'est un peu comme un congé de maternité, mais un congé pour prendre soin d'une personne en fin de vie. Euh, il y a aussi, avec l'employeur comme tel, on peut avoir des conversations par rapport à la flexibilité de l'horaire, peut-être le travail hybride ou à distance aujourd'hui. On peut parler de ça parce que la pandémie, encore une fois, elle a ouvert la porte à cette possibilité-là.
il y a peut-être une réduction temporaire des heures qu'on peut demander, vérifier avec notre employeur, parler avec le département des ressources humaines. Euh, donc, il y a aussi des crédits d'impôt qu'on peut demander pour les aidants naturels. Donc, quand on fait notre rapport d'impôt, il ne faut pas oublier de revendiquer pour ça. Puis, comme j'ai mentionné tantôt, les programmes d'aide aux employés avec les employeurs sont souvent, c'est pas tous les employeurs qui offrent un programme, mais il y en a plusieurs qui en offrent. Ça vaut la peine de poser la question. Le département de ressources humaines est toujours au courant de ces programmes-là. Ou encore une fois, les avantages sociaux, il y a moyen d'aller chercher un thérapeute en privé qui pourrait être, c'est peut-être un service qui est couvert par l'assurance collective là, pour les employés. Puis pour aborder la discussion avec son employeur, il y a plusieurs choses qui peuvent aider. Donc, bien se préparer d'avance. Donc, identifier c'est quoi ses besoins spécifiques, être le plus spécifique possible quand on parle avec l'employeur. Puis consulter les politiques des ressources humaines que l'employeur peut avoir. Puis c'est quoi ses droits légaux en général. Puis planifier une rencontre. Demander un rendez-vous avec son gestionnaire. Expliquer, toujours rester calme, expliquer la situation, proposer des solutions, démontrer un esprit collaboratif avec l'employeur, euh, puis mettre l'accent sur la productivité parce que souligner que des ajustements peuvent améliorer la performance, c'est une bonne chose. Ça peut réduire le stress, donc la performance elle va être meilleure. Puis proposer un plan, une solution pour gérer la charge de travail différemment. Obtenir une entente écrite aussi. Verbal, c'est, comme je dis, 24 heures plus tard, il y a 50% qui peut être oublié. Toujours mieux d'avoir quelque chose d'écrit dans la mesure du possible. Mais ça vaut la peine de demander. Comme du côté de l'employeur, disons qu'on va voir un médecin, puis le médecin nous donne une note, un congé maladie peut-être. Puis le médecin va peut-être faire des recommandations d'accommodement ou dans ce cas-là, l'employeur n'est pas nécessairement obligé de suivre les recommandations du médecin. Ça dépend si ça provoque une contrainte excessive. Donc, il faut quand même avoir des attentes réalistes que ça se peut qu'un employeur ne puisse pas accommoder parce que ça fait des contraintes trop importantes, peut-être financières ou dans la gestion, l'opération de l'organisme. Donc, en anglais, on parle de undue hardship. Donc, il faut juste être prêt quand même à entendre que ça se peut que ce ne soit pas possible, mais de faire tout dans notre pouvoir pour essayer de faire réaliser ce projet-là là, de congé, puis pour pouvoir appuyer. Parce que ça vaut la peine, si on peut prendre congé, puis tout est en marche, tout est possible, ça, on peut concentrer notre attention à la personne, aider le patient. Moi, j'ai aucun regret, en tout cas, là, d'avoir fait ça pour ma mère. Puis si les gens peuvent se le permettre, parce que c'est sûr que l'assurance emploi, ben, c'est 55% de ton salaire, c'est pas tout le monde qui a les capacités financières de prendre un congé comme ça. Mais c'est présent, c'est possible, c'est une option. Les personnes aidantes ressentent souvent la pression de tout gérer seul. Quel changement de mentalité ou quelle démarche pratique pourrait-elle entreprendre pour se sentir plus à l'aise de demander de l'aide? Mais il y a une expression qui m'agace. Il y a une expression, tu sais, il faut être fort ou forte. Ça veut dire quoi, être fort ou forte? Moi, les personnes qui demandent de l'aide, c'est des personnes fortes. Mais j'ai l'impression souvent qu'on prend ça comme, ça veut dire qu'il faut accepter la responsabilité puis être capable de tout gérer seul, sans problème, sans émotion. C'est un peu ça l'impression, puis comme si que demander de l'aide, c'est une faiblesse. Donc ça, je dirais que c'est un changement de mentalité qui pourrait vraiment aider, c'est de ne pas voir demander de l'aide comme une faiblesse. Puis de bien se questionner, comme ça veut dire quoi là, être fort ou forte, puis est-ce que ça, dans le fond, c'est un piège qu'on nous donne quand que les gens, souvent quand les autres disent, ah, tu dois être fort pour tes enfants ou forte pour quiconque,
mais c'est comme si je suis pas à l'aise avec tes émotions, je suis pas à l'aise avec tes problèmes. Donc, sois forte pour moi, en autre mot, puis pour pas que tu sois obligée de m'en parler puis que je me sente mal pour toi, là. Des fois, il y a un piège là-dedans. Il faut faire attention avec cette expression-là. Mais en termes d'autres changements de mentalité, c'est accepter ses limites. C'est quoi les limites? Puis c'est correct d'avoir des limites. Um, c'est pas un échec de demander de l'aide, comme j'ai mentionné tantôt. Puis remplacer les sentiments de culpabilité avec la bienveillance envers soi-même. Encore une fois, je vais répéter l'autocompassion. Je pense qu'on ne peut pas le dire assez souvent, l'importance de l'autocompassion. Comprendre qu'il faut prendre soin de soi avant de pouvoir prendre soin d'une autre personne. Puis valoriser la force collective. La force du collectif, il faut s'entourer de gens. On sait là, que the more the merrier ou bien power in numbers, il y a toutes sortes d'expressions en anglais qui dit la même chose, mais l'entraide, c'est une richesse. Puis pas demander de l'aide, c'est priver une autre personne de se sentir bien. Parce qu'une personne qui aide se sent bien d'aider. Puis si on ne demande pas de l'aide, on les prive de pouvoir se sentir bien. C'est une façon que je justifie que j'aide les gens à changer leur mentalité. Puis de déconstruire le mythe du sacrifice total, c'est pas réaliste. Puis encore une fois, des fois, c'est en termes de temps, ben, si c'est juste une semaine, on peut sacrifier pendant une semaine, mais comme c'est quoi la limite là? 1 an, 2 ans, ça, c'est pas soutenable. Donc, il faut aller chercher des ressources ailleurs. Donc, créer un réseau de soutien, c'est quelque chose de très important, mais déléguer aussi. Il faut apprendre à déléguer. La pire chose qui peut arriver, c'est que les autres, ils vont dire non. S'ils ne peuvent pas accepter la délégation. Encore une fois, la communication, l'affirmation de soi, d'avoir des bonnes techniques de communication pour de l'affirmation, puis d'exprimer ses besoins clairement, toujours avec respect et empathie. C'est l'empathie qui ouvre la porte. Puis de planifier du temps pour soi. C'est correct de se donner la permission de prendre soin de soi-même, là. Avant de conclure, pourriez-vous nous indiquer une chose importante que vous aimeriez que les personnes aidantes retiennent de cette conversation? Qu'elles ne sont pas seules, justement. Vous l'avez mentionné au tout début, c'est bon de le mentionner encore à la fin. Il y a des ressources qui sont accessibles, qui sont disponibles, sont beaucoup plus variées et diverses de nos jours avec la technologie et tout, puis le virtuel. Puis, tu sais, on a l'expression en anglais, the squeaky wheel gets the grease. Mais en français, c'est celui qui crie le plus fort, c'est lui qui va être entendu. Ou bien, qui ne demande rien n'a rien. Tu sais. Donc, c'est important c'est des expressions qui, puis c'est vrai, dans le domaine de la santé, je l'ai vu maintes reprises, celui qui crie le plus fort a de l'attention. Donc, il ne faut pas se gêner de demander de l'aide. Puis les gens sont prêts à aider quand ils sont au courant. Merci, Liane, d'avoir pris le temps de partager vos conseils et vos expériences. C'est vraiment apprécié. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Pour plus d'informations sur les services de soutien, rendez-vous à notre site web aidantontario.ca. À la prochaine. Je suis Vanessa Lee et vous avez écouté C'est le temps de parler, un balado pour les personnes aidantes. Nous vous souhaitons une excellente journée.